Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique, deuxième épisode sur deux de ce spécial Dragon Ball en raison de la prochaine sortie de Dragon Ball Super, la suite de Dragon Ball Z. Bye bye Dragon Ball GT. Bon, on garde quand même les Super Saiyan 4 parce que ça a la classe. Mais enfin, voilà. Super content de voir ce Dragon Ball Super, en espérant que ce soit pas trop pourri, mais apparemment Akira Toriyama serait quand même sur le projet. Donc, croisons les doigts. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. De quoi je vais vous parler, après vous avoir parlé de l'histoire de Trunk, je vais vous parler du père de Sangoku. Alors oui, pour ceux qui ont vu la première vidéo, c'est une cassette, et c'est l'histoire de Trunk. Enfin, on a Trunk. Mais en fait, le truc, c'est que derrière, vous avez le père de Sangoku au-dessus, et l'histoire de Trunk en dessous. D'ailleurs, c'est très con de ma part de vous avoir présenté l'histoire de Trunk avant, puisque le père de Sangoku, c'est l'OAV 12, je crois, et l'histoire de Trunk, ce serait le 13. Et bon, on s'en fout, parce que, justement, ce qui est intéressant, c'est que on peut les sortir de leur chronologie habituelle, contrairement à, par exemple, je ne vais pas vous présenter 100 000 guerriers de métal avant Couleur, enfin la revanche de Couleur, puisque c'est la suite, ou Bio Broly avant Broly le super guerrier, ça n'aurait pas de sens. Mais oui, c'est clair. Le père de Sangoku, c'est quoi? C'est l'histoire du père de Sangoku, Bardock, ou Bardock, tout dépend comment on l'appelle. C'est comme Goku, Goku-san, Sangoku, enfin, il y a toujours plein de noms. Et son histoire, on la connaît à peu près. C'est Bardock qui se rebelle contre Freezer et qui veut l'empêcher de détruire la planète Vegeta. Sauf qu'il y a quelque chose aussi en plus qui va arriver dès le début du film, donc là je vous raconte pas vraiment, je vous spoil pas grand chose. C'est que Bardock rejette son fils. Il le trouve trop faible. Par exemple, si vous préférez, vous avez des stats avec les appareils pour calculer le ki. Il a un ki très faible et donc il renie son fils parce qu'il estime que c'est pas un vrai Saiyan, ce ne sera pas un guerrier. Sauf que un jour, il débarque sur une planète pour la coloniser et qu'en tuant un des résidents, un des autochtones, il le touche et lui a transmis ce qui sera à la fois une malédiction et un don. Un don de vision. Et le problème pour lui, c'est que ça va le toucher à la fois psychologiquement et physiquement, parce que ça va le perturber. Et il va aussi comprendre que son fils est voué à un grand destin, et à savoir tuer Freezer. Donc à ce niveau-là, il est très très content, mais il espère tout de même le faire lui-même, parce qu'au moment où il décide d'aller vaincre Freezer, il ne le sait pas encore. Cet OAV, le père de Sangoku, et comme l'histoire de Trunk, c'est vraiment mes deux préférés. Je peux pas en mettre au-dessus, quoi. Donc, ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est qu'on sait que, tout comme l'histoire de Trunk, c'est perdu d'avance. J'ai une tendance à préférer les OAV qui se terminent mal, hein. Mais qui se terminent bien quand on connaît la suite, en fait, c'est ça le truc. C'est bizarre parce que l'OAV, si on le prend tout seul, ça se finit mal. Alors, le père de Sangoku, c'est génial parce qu'on a un Saiyan du même calibre que Vegeta, si vous préférez. C'est-à-dire que, contrairement à Sangoku, là on a un Saiyan qui en a rien à foutre, tout ce qui l'intéresse c'est de buter des gens, de coloniser pour Freezer, et il finit par se rendre compte que Freezer est un enfoiré de sa race qui veut tuer tous les Saiyans, les anéantir. Donc, moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y a à la fois un aspect psychologique, parce qu'on travaille beaucoup sur le père qui renie le fils. On a Vegeta qui, ado, est déjà une putain de teigne. On a aussi donc oui, le fait que ça travaille beaucoup sur le destin de Sangoku, alors que son père le renie. Seulement il va comprendre plus tard, grâce à son don / malédiction, que son fils va être très important et va venger tous les Saiyans.
Mais c'est pas que du psychologique, hein. Attention, c'est du Dragon Ball Z quand même. Là, je pense que la meilleure scène que vous pouvez retenir de ce film, c'est... Mais cette scène, c'est l'une des scènes les plus épiques de Dragon Ball Z. Le gars, il va sans doute perdre, il en a rien à foutre, il défonce tout sur son passage. Et d'ailleurs, on sent que Sangoku a du potentiel, notamment, on a l'impression que le potentiel est génétique chez Sangoku, puisque Bardock a un potentiel de dingue, mais on le voit pas tout de suite. Bizarrement, c'est que quand il est en train de souffrir à mort qu'on va plus le sentir. Et c'est d'ailleurs pour ça que plus récemment, ils ont fait une suite qui s'appelait l'épisode de Bardock, où il se retrouve à voyager dans le temps, dans le passé, et à se battre contre un ancêtre de Freezer, histoire d'avoir sa revanche. Et l'épisode de Bardock, je vous en parle pas beaucoup, mais il y a une super surprise, mais ça rime, enfin ça sonne pas très bien, mais il y a du lourd, Donc voilà, le père de Sangoku, c'est aussi une manière de mettre en œuvre quelque chose qu'on a rarement fait, c'est de parler des Saiyans, mais vraiment du peuple Saiyan. À part quelques histoires, notamment que Raditz explique à son frère, à Sangoku, au tout début de Dragon Ball Z, quand il lui explique ce que sont des Saiyans et qu'il ne comprend pas pourquoi Sangoku n'a pas fait son travail d'extermination des Terriens. Là, on a vraiment cette représentation. Même la femme, il y a une femme dedans. D'ailleurs, moi, pendant longtemps, même encore maintenant, mais apparemment ça a été démenti, donc je me pose plus trop la question, mais je me suis toujours demandé si sa coéquipière, en fait, c'était sa femme. Et c'était assez ambigu. Mais ce qui est intéressant, c'est que la femme Saiyan, dedans, elle est pas considérée comme... bon, il y en a qu'une, on en voit quelques-unes à un moment, mais celle sur laquelle on se concentre, c'est vraiment la meuf badass, au même rang que... En fait, chez les Saiyans, il n'y a pas de sexisme, c'est ça le truc qui est cool. Donc, vraiment, c'est un peu le même effet que j'avais eu avec la nouvelle Krypton sur Superman, quoi. C'est que on vous parle toujours des Kryptoniens, de la société kryptonienne, mais en fait, à part vous en parler, on la voit pas à l'œuvre. On la voit pas en train de fonctionner. Dans la nouvelle Krypton, on a justement cette vision d'une Krypton qui est pas si blanche que ça, quoi. C'est entre les deux, quoi. Et là, on a ce même truc avec le père de Sangoku qui nous explique vraiment ce qu'est un Saiyan. Et c'est pas joli, quoi. Et le pire, c'est qu'on a de l'empathie quand même pour Bardock, tout en se disant, mais c'est quand même un enfoiré, quoi, à la base. Donc c'est vraiment le père de Sangoku. Putain, je sais pas combien de fois j'ai dit le titre, mais bon, c'est pas grave. Le père de Sangoku et l'histoire de Trunks, c'est surtout le père de Sangoku, ça va au-delà pour moi de juste de la castagne, en fait. Il y a des remises en question. Moi, franchement, plus je les regarde et plus je me pose des questions, parce que je me dis, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire un parallèle avec certains peuples qui sont comme ça, ou une certaine mythologie, j'en sais rien. Par exemple, je pense aussi à Thor, Asgard, Sif, c'est pareil, quoi. Enfin, c'est une guerrière comme les autres, on va pas l'emmerder parce que c'est une gonzesse. De même pour Wonder Woman, c'est une Amazon, quoi. Donc il y a vraiment des interrogations autour de Dragon Ball Z. Et oui, on peut même se triturer la tête et trouver un intérêt à rendre Dragon Ball Z savant. Contrairement à Ségolène Royal qui pensait que tous les mangas te rendaient débile.
Elle aurait mieux fait d'en regarder, peut-être que ça l'aurait rendu moins débile celle-là. Mais bon, je suis pas là pour parler de ça. Donc voilà, je vous invite vraiment à voir Le Père de Son Goku. Alors oui, je suis super précis, là j'ai fait de l'analyse de dingue. Bah, pour moi là c'est même pas de l'analyse, je vous ai juste balancé ça et vous vous démerdez avec. Je suis désolé, hein, c'est juste que j'ai pas les compétences pour vraiment détailler, par exemple, les dessins. Je peux pas vraiment vous dire si c'est du bon dessin, si c'est du mauvais dessin. Enfin, moi je trouve que c'est génial, mais après je regarde pas beaucoup de mangas, enfin d'anime, donc je peux pas vraiment me fixer et je peux pas vous dire non plus. En tout cas, si, je peux vous dire quelque chose, c'est que Badak, au niveau du rythme, on s'ennuie jamais. Je me rappelle de certains OAV où je me disais, bon, c'est un petit peu long, quoi. Sur 45 minutes, j'avais l'impression que ça durait 1h30. Mais là, Badak et l'histoire de Trunk, on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours des rebondissements. Comme les personnages, on les connaît pas. Enfin, surtout Badak, on le connaît pas du tout. Et que Trunk, on connaît pas son passé. C'est marrant de parler de passé pour un gars qui est dans un futur. Enfin, bref, ce qui est intéressant, c'est que on découvre sur eux et on s'arrête pas juste au boom boom parce que justement tous les personnages on les connaît déjà. Donc voilà, des très bons OAV, je vous invite vraiment à les voir. Et je vous dis aussi d'aller voir, je vous conseille d'aller voir pour ceux qui auraient vu Dragon Ball Evolution, cette bouse internationale, même intergalactique en fait. Hein. Ça se trouve, le grand Kaio il l'a vu et c'est étonnant qu'il ait fermé sa gueule quoi. Et donc je vous invite à aller voir mon faux résumé sur Dragon Ball Evolution qui en fin de compte se trouve meilleur que le film peut-être. Mais oui c'est clair.